Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous. Donc on a passé la matinée ensemble et on va avoir l'honneur aujourd'hui d'accueillir Mathieu Legall. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais je vous le représente évidemment. Chargé de mission à la direction de projet facturation électronique à la DGFiP. Merci d'être avec nous Mathieu. Merci beaucoup pour l'invitation. On l'a refait, ce sera coupé au montage, ne vous inquiétez pas. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Donc oui, Mathieu Legall, je travaille au ministère des Finances à Bercy, dans l'équipe qui est chargée de piloter au niveau national la mise en place de la facturation électronique en France depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Alors, à quelques mois de cette réforme majeure, il y a évidemment plusieurs questions qui se posent. Que se passe-t-il pour les entreprises qui ne seraient pas prêtes à temps ? Quel rôle pour les partenaires de proximité dans l'accompagnement des PME et des ETI ? Et quelles sont les prochaines étapes du chantier national ? Et vous allez également pouvoir vous poser vos questions dans un instant. Tout d'abord, Mathieu, est-ce que vous pouvez nous préciser quel est, vous, votre rôle dans le cadre de ce projet de la facture électronique ? Oui, alors j'ai travaillé depuis un peu plus de 2 ans et mon rôle c'est de mettre en forme la réforme sur les aspects opérationnels et réglementaires. Donc opérationnel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pilote la concertation avec les organismes représentatifs des entreprises, donc CPME, MEDEF, UDP, donc c'est avec eux qu'on discute. Et j'ai aussi une petite partie juridique, donc je suis à l'origine d'une partie des textes sur la facture électronique, dont le projet de loi de finances, etc. Donc j'ai l'aspect réglementaire, juridique et concertation. Et la facture électronique, on en parle depuis un moment maintenant. Ça commence à arriver. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales échéances à venir sur ce sujet ? Oui, tout à fait. La première date importante, c'est le 1er septembre 2026. Donc ça, c'est vraiment la date butoir qu'il faut retenir. Tout le monde doit recevoir ses factures de manière électronique au 1er septembre 2026. Deuxième date à retenir, septembre 2027, puisque pour l'émission, ça se passe en 2 temps. Les grandes entreprises commencent en septembre 2026 et les petites entreprises ont jusqu'à septembre 2027 pour s'y mettre. Donc retenez vraiment la partie réception déjà, 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent avoir fait leur choix de plateforme à cette date, c'est-à-dire qu'il faut avoir contracté avec une plateforme ou avec un intermédiaire qui est connecté à une plateforme et être inscrit dans l'annuaire de l'administration pour le 1er septembre 2026. Et par le passé, il y a certaines dates qui ont un petit peu bougé. Est-ce que cette fois, on peut se dire que le calendrier est maintenu ? Tout à fait. Alors je sais qu'il peut y avoir des petites questions en ce moment par rapport à l'agenda politique. Ce qui va se passer actuellement, le fait que le calendrier est déjà dans la loi actuellement. Donc ce qui peut se passer au niveau politique, c'est des ajustements d'ordre technique, puisqu'on a un texte qui va être produit où il y a un article facturation électronique, mais qui ne vise pas du tout le calendrier. Ça vise des ajustements parce qu'on a passé des simplifications, par exemple, il y a un petit mois, et donc il faut qu'on les traduise dans les textes. Mais le calendrier, il est complètement maintenu. Il n'y a aucun débat qui est prévu sur le calendrier dans le cadre du PLF. Donc le calendrier qui est présent actuellement dans les textes sera maintenu demain. Les seules choses qui restent, c'est des ajustements techniques, parce qu'il y avait un porte-appui de facturation, on n'en a plus, parce qu'il y a des simplifications à mettre à l'intérieur. Mais il n'y a aucun doute à avoir sur le calendrier. Le calendrier est complètement maintenu au 1er septembre 2026. Alors plus concrètement sur cette réforme, quels vont être les bénéfices ? Quelles vont être éventuellement les difficultés par lesquelles les entreprises vont passer ? Je commence par les difficultés pour cette fois-ci. En fonction de la taille de votre structure, vous avez potentiellement déjà un existant. Sur les PME et TMI, la plupart du temps, vous avez déjà des logiciels de facturation qui existent. Et donc cette mise en conformité de l'existant, ça demande de s'y prendre quand même un petit moment à l'avance. Pour 2 raisons. Le premier, c'est qu'il peut avoir un aspect logiciel, c'est-à-dire mise à jour des logiciels. Ça, c'est certain, puisqu'il y a des normes à respecter quand on a facture électronique. Si vous ne vous mettez pas à jour, c'est simple, votre facture, elle ne passe plus. Donc, quand vous allez pouvoir contacter vos clients et que la facture ne sera pas conforme, la plateforme va la rejeter si elle n'est pas conforme. Donc, il y a une mise à jour éditeur à faire. Et après, au-delà de la mise à jour éditeur, vous avez tout ce qu'on appelle l'accompagnement du changement de manière globale. C'est-à-dire que dans vos entreprises, vous avez des personnes qui font des factures. Si elles font des factures en format papier depuis 20 ans et qu'on doit leur dire de passer en électronique, il y a un accompagnement à faire, il y a une formation à faire. Donc quand vous êtes PME, ETI ou grande entreprise, vous partez d'un existant et c'est cette mise à niveau où il faut y aller le plus tôt possible parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les avantages, alors là pour l'État ils sont assez clairs, il y a un aspect contrôle fiscal, il y a un aspect budget, il y a des recettes qui sont attendues, donc celles-ci j'ai pas trop besoin de les développer parce qu'elles sont rarement contestées. Quand on dit vous aurez plus de données, vous ferez plus de contrôle, oui, on sera plus au point sur le contrôle fiscal et il y aura un aspect budgétaire. Les entreprises, globalement, c'est l'automatisation. C'est-à-dire quand vous avez les données de vos factures qui sont dans vos logiciels, vous pouvez automatiser la compta, vous pouvez automatiser les paiements. Donc vous avez un aspect simplification. Et vous avez aussi, ce qui est assez intéressant dans la relation commerciale, c'est que vous avez le suivi des factures chez les clients en temps réel. Aujourd'hui, vous envoyez votre facture par la poste ou par mail et vous ne savez pas du tout si votre client déjà l'a reçue.
Vous ne savez pas si votre client est en train de la traiter. Là, avec la facture électronique, votre facture ne peut plus se perdre dans un spam, ne peut plus se perdre sur une boîte mail qui n'est pas la bonne. Vous voyez en direct que votre client l'a accepté, l'a rejeté, est en train de la payer. Donc pour tout ce qui est délai de paiement, dans les pays qui sont déjà passés, on a observé une amélioration des délais de paiement d'entreprise. Donc là, on parle juste de trésorerie. En ce moment, la trésorerie, c'est important, c'est votre fonds de roulement. Donc c'est là-dessus où on attend aussi des effets positifs sur les entreprises. Et ici, on a dans la salle un public plutôt averti et qui connaît et qui s'intéresse encore plus à ce sujet. Quelles pourraient être les conséquences si on n'est pas conforme justement à ce sujet au niveau de la date qui a été prévue? Alors, il y en a deux principales. La première, elle va être que vous allez mettre en difficulté vos fournisseurs qui, eux, sont passés en facture électronique. Parce qu'ils vont vous envoyer des factures électroniques et il n'y aura pas d'adresse de réception parce que vous n'aurez pas choisi de plateforme. Donc vos fournisseurs vont vous dire je veux te facturer, je ne peux pas te facturer. Donc ne mettez pas en difficulté vos fournisseurs parce que sinon ils pourront juste plus il n'y aura plus d'échanges possibles parce qu'il n'y a qu'un format électronique qui est permis. Le deuxième, il est côté administration. Si vous n'êtes pas en conformité, vous vous exposez à des sanctions puisqu'il y a des sanctions pour défaut de plateforme et il y a des sanctions pour non-émission de facture électronique. Donc il y a vraiment l'aspect commercial, ne bloquez pas vos fournisseurs. Et après, c'est l'administration qui vient vous chercher pour non-respect de réglementation avec des amendes. Et est-ce qu'il y a une petite tolérance vis-à-vis de ces sujets au niveau de l'État ? Il n'y a aucune tolérance qui est annoncée sur la date. Ça signifie quoi? Qu'on peut venir vous chercher dès le 1er septembre 2026 pour non-émission de facture électronique. Sur les défauts de plateforme, c'est un peu plus souple quand même, c'est-à-dire qu'on a prévu, avant de taper fort, avant l'amende, on vous envoie un courrier pour vous dire que vous ne respectez pas la réglementation et l'amende n'intervient qu'au bout de 3 mois. Donc ça vous laisse 3 mois d'écart pour vous dire je n'ai pas choisi le 1er septembre 2026 pour des raisons variées parce que je n'avais pas l'info. Alors votre public, pas l'info, pas vraiment, mais les autres entrepreneurs, ça peut arriver. Dans ce cas-là, il y a un courrier qui part de l'administration pour vous dire vous avez 3 mois pour mettre en conformité, et si c'est pas bon, il y a une amende qui part. J'ai vu qu'on note dans les cahiers pas de tolérance, je le vois d'ici. Comment l'État va évaluer le succès de cette réforme et quels sont les KPI que vous avez identifiés? Alors, le succès, il y a vraiment, je réponds en 2 temps. Le premier, c'est la phase de déploiement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure que les entreprises s'embarquent bien. Donc ça, en termes de suivi, nous, on a mis en place ce qu'on appelle l'annuaire de la facturation électronique, où il y a toutes les entreprises qui sont à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a notamment l'adresse de facturation et le fait de savoir si elles n'ont pas choisi une plateforme. Donc ça, c'est des données qu'on suit en temps réel. L'annuaire, il a ouvert en consultation publique il y a un peu plus de 2 semaines. Vous pouvez y aller dessus, taper votre sirène, c'est de 2 ans. En 2 semaines, on a un peu plus de 200 000 entreprises qui sont inscrites. Donc en 2 semaines, c'est un bon démarrage. Et on va suivre petit à petit les inscriptions dans l'annuaire et on va voir la courbe de progression. Avec le but, on devrait arriver à peu près 8 millions, donc on a quand même, il y a quand même de la marge, mais on vient de démarrer, 8 millions de personnes qui ont ou pas choisi une plateforme agréée dans l'annuaire. Donc c'est là-dessus qu'on peut suivre le déploiement. Ensuite, deuxième indicateur, c'est des retours sur investissement, c'est-à-dire les entreprises qui ont passé, elles ont probablement eu un coût d'entrée, notamment pour ce type de public PME ETI. Et donc ensuite, derrière, le suivi, c'est est-ce que le retour sur investissement attendu, il est bon? C'est-à-dire qu'est-ce que l'automatisation a permis globalement de faire un ROI positif sur 1 an, 2 ans, 3 ans par rapport à l'intégration. Donc ça, on va le suivre. Et après, il y a un effet qui, pour le coup, est plus côté État. Dans les pays qui sont passés, on a vu des recettes budgétaires sur la TVA qui augmentent. Donc on va vérifier que les recettes budgétaires sur la TVA augmentent effectivement avec le passage à la facturation électronique. Et on a du monde dans la salle pour cette conférence. Quel message on peut passer aux PME, aux ETI qui sont avec nous aujourd'hui? Le premier message, c'est il y a eu un report, il n'y en aura plus, donc n'attendez plus d'y aller. C'est tout à fait logique quand on a reporté il y a 2 ans que des décideurs ont dit du coup, je pose le crayon sur ce sujet. Je ne mets pas les budgets sur ce sujet-là, parce que c'est ce qui se passe, il ne faut pas être neutre. Quand il y a des choix à faire, on traite la première priorité. Donc il faut affecter des budgets sur des projets informatiques. Il y a beaucoup de projets informatiques en même temps, il y a beaucoup de contraintes, pas que réglementaires, mais pas forcément commerciales, vous voulez faire évoluer votre mode de fonctionnement. Il y a 2 ans, des entreprises qui ont posé le sujet là-dessus, c'est normal. Là, ne posez pas le crayon maintenant, parce qu'il n'y aura pas d'autre report. Donc si vous avez besoin maintenant d'avoir une décision au niveau vraiment des comités de direction pour y basculer, c'est vraiment le moment de le faire. Parce qu'après, vous risquez d'être en retard. Et si vous êtes en retard, il n'y a pas de tolérance attendue et vous allez bloquer vos fournisseurs qui ne pourront pas vous facturer. Donc le message que j'ai à passer, c'est n'attendez pas, allez-y dès maintenant. Et vous qui êtes en plein dedans, justement, dans ce sujet de la réforme de la facture électronique, c'est quoi les enjeux majeurs auxquels vous êtes confrontés, que vous pouvez partager avec nous?
Alors, il y a, je dirais 3 formes d'enjeux. Le premier, c'est des enjeux d'ordre technique, c'est-à-dire comment on s'assure que toutes les factures passent bien dans le système. Une facture comme ça, quand on ne connaît pas complètement le sujet, on peut se dire que c'est simple, c'est acheteur vers vendeur, mais en fait, parfois il y a des tiers payeurs, il y a des tiers facturants, il y a de la sous-traitance, il y a de l'autofacturation. Je vois des sourires dans la salle sur des cas particuliers, vous êtes peut-être concernés. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une commission de normalisation avec l'AFNOR, on fait venir des fédérations et on explique globalement comment est-ce qu'on rentre ces cas particuliers dans la norme. Donc ça, tout est documenté, c'est en ligne sur le site impôts.gouv.fr et sur le site de l'AFNOR. Donc si vous avez un cas particulier, je sais pas, les notes de frais, comment ça marche, etc., ça c'est documenté. Donc le premier sujet, il est technique. Le deuxième sujet, il est en termes d'adhésion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on implique les entreprises pour leur dire que ça sera une réforme qui est positive pour elles et pas que pour l'État. Donc là, je l'ai présenté rapidement. Je pense qu'il y en a encore certains dans la taille qui ont des doutes sur le fait que cette réforme sera bonne pour elles, parce que potentiellement, ils peuvent se dire moi, mon existant me va bien, et je ne sais pas pourquoi je vais changer. Donc là, moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'en sortant de cette salle, vous allez être pleinement convaincus. Je vous dis que celles qui sont passées, il n'y en a aucune qui est revenue en arrière, que ce soit chez nous ou dans les autres pays. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a une entreprise qui s'est dit non, ça ne me va pas. Tous les pays ne l'ont pas rendu obligatoire. Je prends l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, ils l'ont fait sur la base du volontariat. Ça deviendra obligatoire en 2030, parce qu'au niveau européen, c'est obligatoire en 2030. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que celles qui sont passées, elles l'ont fait volontairement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont vu qu'il y avait de l'automatisation, de la simplification. Et en France, en fait, les grands facturiers type EDF, par exemple, ils y sont déjà passés, parce qu'en fait, quand vous émettez 1 million de factures, en fait, il y a juste l'économie d'échelle qui fait qu'en format électronique, c'est plus rentable de passer en format électronique que rester en format papier et par mail. Donc les avantages, ils existent. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'adhésion, ça dépend des secteurs. Mais je prends un exemple. On a rencontré la Fédération des taxis il n'y a pas très longtemps. L'adhésion chez les taxis, elle n'est pas incroyable, quoi. Voilà, dans le bâtiment, pareil, c'est pas voilà. Donc en fait, c'est vraiment l'aspect, au-delà de l'aspect technique, c'est l'aspect de démontrer que si, ça sert à quelque chose et que c'est pas juste une vue bureaucratique construite à Bercy qui fait qu'on vous demande de le faire. Il y a vraiment des effets positifs sur l'économie. Et le troisième point que je voulais souligner, au-delà de l'aspect technique et de l'aspect adhésion, c'est qu'il y a un gros facteur communication qu'on va mettre en place là, à partir du terme 2026 côté État. La communication, elle va être basée sur quoi ? Juste pour faire connaître la réforme. Parce que là, vous le savez, vous êtes PME-ETI, mais il y a encore beaucoup d'entreprises, notamment les plus petites, entrepreneurs, qui ne sont même pas au courant que ça existe. Donc pour basculer quand on n'est pas au courant, voilà. Donc le troisième aspect, c'est ça, c'est faire juste dire la réforme existe, renseignez-vous auprès de vos partenaires, auprès des experts comptables, auprès de votre éditeur, auprès d'intermédiaires, auprès de votre banque qui propose des solutions. Donc il y a vraiment les trois aspects-là, la technique. Et la communication, c'est pas neutre, mais heureusement, vu qu'il y a beaucoup d'éditeurs et de plateformes, le privé communique aussi. Vous avez peut-être déjà fait attention, mais il y a déjà des publicités radio et presse qui sortent en ce moment sur la facturation électronique. Donc vous allez en entendre petit à petit parler. Ça va se développer, mais ça arrive bientôt. Et si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas à les noter ou à les garder en tête. Vous allez pouvoir les poser dans un instant. Vous avez parlé de l'Allemagne précédemment. Est-ce qu'il y a une dynamique européenne sur ce sujet ? Comment se positionne la France ? Alors, il y a des pays qui sont déjà passés. L'Italie est déjà en facture électronique depuis 2019, avec un modèle un peu différent, puisqu'il y a un portail public unique, il n'y a pas de prestataire privé. La Belgique qui passe là au 1er septembre 2026, eux ils ont choisi le réseau PayPal. Alors PayPal c'est quoi ? C'est un réseau qui existe déjà, qui permet de garantir que les plateformes communiquent bien entre elles. La France est aussi dedans. L'Allemagne, pour l'instant c'est du volontariat, mais de manière globale, il y a une directive européenne qui s'appelle VIDA, vous avez peut-être entendu parler, qui gère un ensemble d'aspects sur la TVA à l'ère du numérique et qui impose à tous les pays membres de passer à la facture électronique d'ici 2030. Donc, quel que soit le pays en Europe, en 2030, c'est facture électronique pour les flux intracommunautaires. Donc, la France est dans le peloton de tête avec un 2026. On n'est pas les premiers, donc ce qui est assez pratique quand même, parce que ça permet d'avoir des retours d'expérience qui ne sont pas purement statistiques, mais qui sont terrain pour avoir les effets sur l'économie, les effets sur les entreprises. Donc, on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers, dans le peloton de tête. Et 2026-2027, ça nous permet d'avoir un peu d'avance pour passer au niveau européen, en sachant que le modèle européen est très proche de ce qu'on fait en France, c'est-à-dire que ce qu'on fait en France est complètement conforme et intégré par rapport à ce qui se passe au niveau européen. Parfait, merci beaucoup Mathieu, c'était très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va être le moment, on va pouvoir prendre quelques questions auxquelles Mathieu va pouvoir répondre. C'est quand vous voulez, je peux passer. Alors, je ne sais pas si on a prévu des micros pour la salle, ou sinon je vais y aller. Je vais faire un petit footing, j'ai pas trop marché aujourd'hui. J'arrive, s'il y a des questions sur le trajet, je peux aussi les prendre. Il y a d'autres micros ? Il n'y a pas d'autres micros ? Ça va être le mien, allez.
Oui, bonjour. Je voulais savoir comment la gestion des droits d'auteur va être prise en compte. Alors, la gestion des droits d'auteur, alors je ne sais plus le numéro, mais dans ce que j'ai appelé le dossier des cas d'usage dans la norme AFNOR, il y a un cas d'usage qui est décret aux droits d'auteur. Alors, je vais potentiellement perdre la salle si je vous réponds dans le détail, mais globalement, les droits d'auteur, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes auteur, il y a ce qu'on appelle un dispositif de retenue à la source de la TVA. Et donc, au final, c'est souvent la SACEM ou les organismes qui reversent la TVA à la place de la personne qui, en réalité, a la propriété intellectuelle. Donc le dispositif là, je ne le détaille pas à l'oral, mais il est complètement documenté, c'est le cas d'usage, je ne sais plus combien, dans la norme AFNOR. Donc regardez-le et ça vous explique à chaque situation comment faire de la facture électronique en termes d'e-reporting et de facturation électronique en e-invoicing. On a pas mal de temps pour les questions, là on est passé vite, hein, donc n'hésitez pas s'il y a des choses un peu particulières. Bonjour, donc la validation, on la voit sur la plateforme. Est-ce que le paiement de la facture aussi, on le voit? Alors, je vais pouvoir détailler avec votre question. Quand vous faites de la facture électronique, il y a ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture. Dans le cycle de vie de la facture, il y a des statuts. Donc les statuts, c'est déposé, reçu, et il y a un statut qui s'appelle encaissé. Donc vous allez pouvoir le voir, ce statut encaissé. Ces statuts sont, globalement, comment ça fonctionne, vous avez une interface sur votre plateforme et qui vous dit encaissé. Donc le client, il met un statut qui s'appelle paiement transmis, et le fournisseur met le statut qui s'appelle encaissé. Donc l'encaissement, c'est assez pratique pour suivre vos factures, parce que globalement, comme je disais tout à l'heure, en format papier, vous n'avez pas ça. En format métrique, vous n'avez pas ça non plus en format mail. Donc là, vous allez pouvoir suivre en direct. Quand vous allez relancer vos clients, en un clic, vous allez avoir l'ensemble des factures qui ont été payées et celles qui sont encore en cours de traitement. Donc oui, ça se voit, ça s'appelle le statut encaissé, c'est le cycle de vie de la facture. Des statuts obligatoires, il y en a 4 en tout, mais vous avez des statuts additionnels que les plateformes peuvent proposer. Par exemple, vous avez un litige avec un client, vous pouvez passer la facture en litige pour dire que celle-ci, attention, j'ai un contentieux dessus. Donc ça existe. Vous pouvez aussi mettre des paiements partiels, vous pouvez dire celle-ci, elle était encaissée à hauteur de 3 000 € alors que c'est 10 000. Donc en fait, il faut tout à fait configurer et paramétrer ça pour le voir visuellement. Et donc derrière, si on va jusqu'au bout de l'automatisation, il y a déjà des plateformes et des éditeurs qui proposent de prendre en charge la relance en disant par contre là dans ce cas-là l'offre elle est payante, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez payer en plus pour dire j'automatise, donc je vous fais votre relance client sur la base des statuts. Si vous avez 500 factures qui sont en stock, il y en a 260 qui sont payées, 240 où c'est en retard, et il y a le mail de relance ou le courriel de relance peut être fait dans les fonctions de la plateforme. Donc c'est pas obligatoire, hein, c'est de l'offre commerciale. Mais ça peut être quelque chose qui est complètement retenu, mais là c'est du choix de gestion, c'est-à-dire que j'en ai pas encore parlé, mais il y a un peu plus de 100 plateformes qui ont été immatriculées. Et donc, vous allez avoir l'ensemble des gammes de prix existantes et de fonctionnalités existantes. Si vous voulez du gratuit, vous allez trouver du gratuit. C'est-à-dire qu'il y a certaines banques qui ont déjà dit, si vous avez un compte pro chez moi, je vous donne un logiciel de facturation associé à votre compte pro. Ça existe. Par contre, c'est juste la facture qui circule, mais il n'y a pas d'automatisation, il n'y a pas d'intégration comptable, il n'y a pas de paiement avec. Si vous voulez plus, c'est les offres que vous avez généralement avec vos éditeurs qui sont un peu plus développés. Et dans ce cas-là, les offres, elles sont payantes en fonction du service additionnel qui est mis. Donc là, pour votre question, si vous avez une plateforme qui vous fait que vous informer du statut, potentiellement, vous allez devoir faire quand même vous-même vos relances à la main, alors que potentiellement, vous avez une offre d'un niveau supérieur. Ils vont dire, non seulement j'informe le statut, mais en plus, je vous fais votre relance. Voilà. Une question, on en appelle une autre. Est-ce que, par exemple, on peut avoir des workflows de validation des factures fournisseurs? Et puis, pareil, sur les déclarations de TVA, est-ce que ça automatise? Alors, elle est vraiment en tiroir, pas de question. Les workflows, oui. Les workflows, c'est les fonctionnalités de vos logiciels. Donc, le workflow, c'est de l'offre commerciale. Ce n'est pas légiféré par l'État, c'est-à-dire que l'État n'impose pas aux plateformes de le faire. C'est vraiment de l'offre commerciale. La partie TVA, ça me permet de rentrer dedans. Dans les bénéfices attendus de la réforme, il y a à terme le pré-remplissage des déclarations de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va récupérer les données des factures et petit à petit, on va remplir les cases. Il ne faut pas voir ça comme un bloc complet. Pourquoi? Parce qu'en TVA collectée, c'est assez simple de remplir. Parce que globalement, il y a la facture, vous extrayez la donnée de TVA, vous la mettez sur votre déclaration de TVA. TVA déductible, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des situations où vous n'avez pas le droit de déduire la TVA intégralement. Je prends un exemple, vous achetez un ordinateur, vous l'utilisez à 50% pour les besoins de la boîte et à 50% pour les besoins perso, vous êtes censé déduire que 50% de la TVA. Cette information, elle n'est pas sur la facture.
Donc on va être capable de pré-remplir la partie collectée assez facilement. On s'attend vers 2028-2029 pour le faire une fois qu'on ait toutes les données. La partie déductible, c'est plus compliqué, c'est plus tard. Par contre, ça reste du pré-remplissage. Ça veut dire que ce n'est pas la déclaration de TVA en tant que telle. Je fais l'exemple avec l'impôt sur le revenu. Quand vous êtes salarié, votre revenu il est pré-rempli sur votre déclaration de TVA, mais ça ne remplace pas l'acte de déclaration. Donc ça signifie quoi? Que en fait, l'administration va simplement vous dire, voilà, moi sur votre entreprise, j'ai telle information, je vous les mets en visualisation. Si vous êtes d'accord, vous faites suivant, validé, votre déclaration elle est faite. Si vous n'êtes pas d'accord, ce qui est possible, s'il y a des flux compliqués, etc., vous ne tenez pas compte, vous corrigez le pré-remplissage et vous faites votre déclaration de TVA. C'est toujours sur la déclaration de TVA qu'on taxe, ce n'est pas sur le pré-remplissage. Bonjour. En fait, j'avais une question. Dans le cadre de la facture électronique, on doit nettoyer nos fournisseurs avec le. Il me semble que c'est une liste que donne la DGFiP. Et en même temps, il y a une nouvelle loi qui est passée sur la banque qui nous oblige à vérifier que les fournisseurs sont cohérents avec les RIB. Du coup, la question, c'est est-ce que ces listes de fournisseurs que donne la DGFiP sont en rapport aussi avec les banques ou avec les RIB afin de ne pas avoir de... Alors, je vous réponds encore une fois en 2 temps, je suis désolé, mais c'est des questions qui sont un peu... L'issue dont vous parlez actuellement, c'est quelque chose qui est très récent d'ailleurs, je crois que ça vient de sortir, je crois que c'est suite à une directive de 2024 qui a été transposée en France, et là c'est dans les jours qui viennent. Elle impose, pour que tout le monde ait ça en tête, aux établissements bancaires de vérifier qu'il y a bien une concordance entre le nom du client, du fournisseur et le RIB. Ce qui est plutôt sympa quand on automatise pour être sûr que le paiement ne part pas du bon côté. Donc il y a cette obligation. Simplement, cette obligation, quand vous regardez le texte, elle s'impose aux banques, aux éditeurs qui sont dans le domaine financier, mais elle ne s'impose pas à un éditeur de logiciels ou à une plateforme agréée qui, eux, sont dans le secteur technique. Donc votre banque, elle peut le faire si vous avez une plateforme qui est rattachée à une banque, mais ce n'est pas la plateforme en tant que telle qui va le faire, c'est la banque. Donc il n'y a pas d'obligation légale pour la plateforme de le faire. Par contre, si la plateforme est une banque, c'est dans le cadre de sa mission bancaire qu'elle va faire cette vérification. Donc il faut vraiment distinguer les 2 sujets. Là, c'est une offre de service de la banque qui va le faire de manière obligatoire puisque ça sera gratuit, mais ce n'est pas la plateforme agréée en tant que telle. C'est-à-dire qu'une plateforme agréée qui n'est pas rattachée à une banque, elle n'a pas du tout l'obligation de faire ce contrôle. Après, ça peut être de l'offre de service parce qu'il y a déjà des logiciels qui le font, en fait. Il y a déjà des éditeurs qui le proposent. Bonjour. Je ne comprends pas tout parce que vous dites pour les ventes, l'obligation, c'est à partir de 2027. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Les grandes entreprises, en septembre 2026, elles vont devoir, grandes entreprises intermédiaires, dès septembre 2026, elles vont devoir émettre. D'accord. Pour les petites entreprises, TPE, auto-entrepreneurs, c'est qu'à partir de septembre 2027, l'émission. Par contre, la réception, c'est pour tout le monde de septembre 2026. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les grands fournisseurs doivent émettre des factures électroniques, il faut bien que les petits soient en capacité de recevoir. Sinon, le grand fournisseur, il va mettre dans le vide. Donc c'est pour ça que la réception, c'est une réception unique, quelle que soit la taille de l'entreprise. Par contre, la mission, il y a un décalage de calendrier. Les grands et les moyens commencent en septembre 2026, les petits, septembre 2027. Ça veut dire que les petites, si on travaille avec les petites, on ne va pas le recevoir? Pas avant septembre 2027. Alors, vous n'allez pas le recevoir. Rien n'interdit de commencer plus tôt. C'est-à-dire qu'une petite entreprise qui veut le faire dès septembre 2026, elle a tout le droit de le faire. Mais l'obligation chez elle, elle est dès septembre 2027. Donc, c'est-à-dire que sur la période de transition entre 26 et 27, vous allez recevoir à la fois des flux électroniques des grands fournisseurs et des flux papier-mail comme aujourd'hui des petites entreprises. Ok, merci. Qu'en est-il des factures adressées aux particuliers ? Les factures adressées aux particuliers, elles ne sont pas en format électronique. Vous pouvez continuer à le faire comme aujourd'hui. Pourquoi on ne l'a pas fait? En fait, ça aurait demandé que l'ensemble des particuliers choisissent une plateforme. Donc, en termes d'adhésion, aller dire à quelqu'un, je sais pas, qui est retraité, qui n'a pas de numérique, d'aller choisir une plateforme électronique, c'est juste pas possible. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de facture électronique. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est le deuxième volet de la réforme, c'est ce qu'on appelle de l'e-reporting. Donc l'e-reporting, c'est en B2C, donc avec les particuliers, et avec les entreprises internationales, on vous demande de nous faire du reporting de données à échéance, c'est-à-dire par exemple quand vous êtes une entreprise de taille moyenne au régime simplifié d'imposition, vous allez nous faire remonter un fichier de données tous les mois
où globalement, il y a le chiffre d'affaires réalisé avec les particuliers et avec les entreprises internationales. De cette manière-là, quand vous facturez un professionnel, on a la facture électronique, on a les données. Quand vous facturez un particulier, on a l'e-reporting. Et donc, quand on veut pré-remplir la déclaration de TVA, eh bien, on a bien tout le spectre de votre chiffre d'affaires. Donc, facture électronique avec les professionnels, e-reporting avec les particuliers. E-reporting, vous continuez à facturer en papier, en PDF, mais vous faites remonter les données. Qu'en est-il des clients étrangers, hors Union européenne notamment? C'est aussi de l'e-reporting international, donc c'est la même chose, pour à peu près les mêmes raisons que les particuliers. C'est-à-dire que je prends l'exemple, vous facturez une entreprise chinoise. Bon. Le droit français ne s'applique pas en Chine. Donc on ne peut pas demander à une entreprise chinoise de choisir une plateforme française pour recevoir ses factures. Donc c'est le même principe, c'est de l'e-reporting. On vous demandait de reporter les données de la facture, mais vous pouvez continuer à le facturer comme aujourd'hui, en PDF, par mail, enfin comme vous faites aujourd'hui. Après, il y a beaucoup de plateformes qui vont vous proposer le service, c'est-à-dire que c'est eux qui vont filtrer les flux en fonction du destinataire. Ils vont vous dire, ça c'est de la facturation électronique en France, donc facture électronique. Et par contre, si c'est une boîte étrangère, ils vont vous orienter vers directement un flux qui sera comme habituel. Donc les plateformes, elles sont connectées à l'annuaire directement, donc elles peuvent savoir qui est dans l'annuaire, et donc elles seront en capacité de vous dire, ça c'est du domestique, ou ça c'est de l'international, en fonction des données que vous allez mettre dans votre facture, puisque dans l'intérieur, il y a l'adresse. Donc elles vont pouvoir repérer en paramétrant le logiciel si c'est un flux international ou si c'est un flux français. Bonjour. Sur les explications, j'entends que quand on est en B2B domestique, ça sera du e-invoicing et on aura du e-reporting quand on sera notamment sur de l'international. Comment est-ce que ça se passe quand on a de l'autoliquidation à faire sur une facture française? Et j'entends en plus, là, il s'agit du problème des facturations de certains services télécoms, de l'autoliquidation partielle. C'est-à-dire la facture a de la TVA, mais sur seulement une partie de ce qui est facturé. Alors, il y a encore une fois deux questions, je réponds en deux temps. Vous pouvez tout à fait, au sein d'une facture électronique, avoir une partie qui est en dehors du champ d'application de la TVA, donc sans TVA, et une partie qui est avec de la TVA. Ça, techniquement, ça rentre. Sans entrer dans les détails, dans la norme, il y a plusieurs profils. Il y a un profil basique, qui est pour les petites boîtes, où il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Il y a un profil étendu. Donc le profil étendu permet de faire hors champ TVA et avec TVA. Donc globalement, vous allez avoir une ligne dans votre facture où il n'y aura pas de TVA. Donc il y a un code, c'est un code O. Et vous allez avoir une ligne avec de la TVA, avec un code S et votre taux de TVA. Donc ça tourne sans difficulté. Vous pouvez le faire. Même chose, c'est-à-dire que les plateformes ont l'obligation de traiter à la fois le profil de base et le profil étendu, donc elles doivent savoir le faire. Donc elles vont vous le restituer. Si l'émetteur fait un profil étendu, la plateforme de réception sera en profil étendu, et ensuite la plateforme a l'obligation de vous fournir l'équivalent d'un lisible avec l'ensemble des données. Donc ça fonctionne en réception aussi. Mais c'est donc une facture qui va supporter à la fois du e-invoicing et du e-reporting. En B2B domestique ? Celle-ci, je ne l'ai pas. Celui-là, je l'ai. Oui, allez-y, fais-moi le micro. Donc, 283-2 octets du CGI. Les services de télécom, le prestataire est français. Oui. Il me facture 200 € de services soumis à TVA, 100 € non soumis à TVA. D'accord. Donc, il me fait une facture qui, pour lui, fait 340 € TTC. Et moi, je dois autoliquider 20 € de TVA. D'accord. Donc là, vous êtes en e-reporting d'acquisition, en fait. Oui. D'accord. Donc oui, du coup, vous aurez une partie d'e-reporting d'acquisition. La seule chose que je ne comprends pas, c'est que le fournisseur qui est français, vous, il facture une entreprise française, oui. On est d'accord. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur de votre facture, vous avez en fait un deuxième fournisseur qui, lui, est étranger. Non. Non. C'est le même fournisseur. Du coup, vous êtes en France-France. C'est France-France. Donc du coup, je ne comprends pas l'aspect e-reporting d'acquisition. Parce que l'e-reporting d'acquisition, c'est que sur les autoliquidations étrangères. Eh bien, la facture mentionne que, conformément à l'article 283-2 octets du CGI, la TVA est due par le preneur, donc en l'occurrence pour moi, et c'est donc à moi d'autoliquider. Parce que c'est de l'autolisation domestique, d'accord, c'est ça. Ok, oui, dans ce cas-là, vous allez avoir un double reporting. Vous allez avoir un reporting sur la partie autoliquidable, et puis sur la facture électronique, vous allez avoir une facture électronique classique. D'accord, mais vous aurez donc la même référence de facture, oui. Et au niveau des statuts de paiement, ça ne va pas se marcher sur les pieds à un moment? Non, parce que le statut de paiement, c'est le montant que vous allez encaisser.
Vous payez. Non, payer. Paiement transmis dans le sens là, et l'autre, c'est les montants qui sont encaissés. Donc en fait, là, pour le coup, je vois pas trop la difficulté, mais vous avez peut-être quelque chose en tête si vous me le dites. C'est le fait que pour le moment, tout ce que je vois dans les cas d'usage, on est soit dans du e-invoicing, soit dans du pas dans les deux, e-reporting. On n'est d'accord. pas dans les deux simultanément. Mais ça peut fonctionner. En tout cas, je vois pas ce qui bloquerait techniquement le fait que ça fonctionne. Ben, rendez-vous le 1er septembre l'année prochaine. Exactement. Très beau teasing. Je vous engage avec moi l'année prochaine. Pardon, monsieur. Il y a plusieurs années, on avait rendu obligatoire, je crois, la facturation des intérêts de retard. Et puis en réalité, ça n'a jamais eu lieu vraiment. Est-ce que là, ça va changer quelque chose Non, pour le coup, non. C'est pas du tout dans le champ de la facture électronique. Donc, il n'y a pas de choses particulières. Surtout que les intérêts de retard en tant que tel, c'est pas quelque chose qui est soumis à TVA. C'est des intérêts. Donc non, il n'y a pas spécialement de dispositif prévu pour les intérêts de retard. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait des structures qui étaient hors périmètre de cette réforme, et je pense particulièrement aux organisations internationales qui ne sont pas assujetties à la TVA. Bah, vous avez presque la réponse dans la question. C'est-à-dire qu'à partir je pose la question parce qu'on ne sait pas. C'est vraiment l'assujettissement à la TVA. Si une entité n'est pas assujettie à la TVA, vous n'êtes pas dans le champ de la réforme. Donc vous pouvez avoir effectivement certains organismes internationaux qui ne sont pas dedans. Et le plus généralement, je vais prendre un exemple qui peut parler un peu à tout le monde, c'est des associations à but non lucratif, par exemple. Les associations à but non lucratif ne sont pas dans le champ de la réforme parce qu'elles ne sont pas assujetties à la TVA. Notion quand même peut être un peu technique, vous pouvez ne pas facturer la TVA et être quand même assujetti à la TVA. C'est ce qu'on appelle les assujettis non redevables. Une entreprise qui est un auto-entrepreneur, par exemple, il est en franchise en base de TVA, c'est-à-dire qu'il bénéficie d'une exonération. Mais il est quand même dans le champ de la réforme, assujetti. Donc il est assujetti non redevable, mais il est quand même assujetti à la TVA. Donc c'est bon, c'est les joies de la fiscalité. Mais les seuls qui sont vraiment pas dedans, c'est ceux qui sont non assujettis à la TVA. Donc ça peut être le cas que vous citez, et ou les organismes à but non lucratif. Oui, là, c'est là. Nous, on travaille déjà avec Chorus Pro pour les universités. Comment ça va se passer? Donc, on leur facture soit des subventions, soit des aides à la publication, mais aussi des préachats. Donc, préachat dit TVA. Les subventions et aides à la publication, pas forcément. Comment ça se passe? Est-ce qu'on continue à les facturer sur le Chorus Pro ou on passe sur la plateforme? Oui, c'est vrai que en fait, Chorus Pro, c'est la plateforme publique. Je ne sais pas si vous le connaissez tous. Globalement, c'est quand vous facturez l'État, vous êtes une entreprise, vous êtes obligé de déposer votre facture sur Chorus Pro, et ça, c'est depuis 2017. Donc ça existe déjà. Ça se maintient. Chorus Pro est toujours la plateforme de l'État. Donc ça ne change pas. En septembre 2026, vous aurez en réalité deux choix. Soit vous continuez comme aujourd'hui, c'est-à-dire que vous déposez directement en direct sur Chorus Pro, soit vous allez demander à votre plateforme agréée de déposer sur Chorus Pro. Donc en fait, le système se maintient, l'obligation ne change pas, vous allez continuer à faire Chorus Pro, simplement, soit vous le faites en direct, soit vous allez demander à votre plateforme d'émission que vous avez choisie de déposer sur Chorus Pro. Donc les deux options sont possibles. Et donc ça signifie que pour votre question, même s'il y a une partie qui est de la subvention qui est hors TVA, ça ne change pas, vous allez continuer de la déposer sur Chorus Pro, parce que là, c'est l'obligation de facturer électroniquement le secteur public, quel que soit le statut de la TVA. C'est juste que quand on facture le public, c'est électronique. Il nous reste 10 petites minutes pour vos questions, donc profitez-en. Bonjour, vous avez expliqué tout à l'heure que la date limite pour passer à l'émission en facture électronique dépendait de la taille d'entreprise, donc grande entreprise, ETI, PME. Est-ce que cette taille doit s'apprécier au niveau du SIRET ou au niveau du groupe? Sur la taille d'entreprise, est-ce qu'on le fait au niveau du SIRET ou du groupe? C'est au niveau du groupe. Du coup, par exemple, un groupe consolidé avec plusieurs PME qui sont toutes inférieures à la taille, donc qui sont toutes en PME, il sera considéré comme une grande entreprise? Septembre 2026, groupe TVA, toutes les entreprises qui sont dans le groupe TVA sont en septembre 2026, tout à fait. Mais si c'est un groupe TVA? Si c'est un groupe TVA, oui. Si c'est juste une consolidation... Consolidation, ils ont chacun leur sirène, donc il n'y a pas de sujet. Donc c'est au niveau du sirène? Tout à fait. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut aussi passer de ce côté-là, parce qu'on n'est pas du tout venu de ce côté-là. Est-ce que vous avez des questions par ici? Questions ou vous grattez? Oui, question? Ah, j'étais pas sûr. Vous aussi, vous n'étiez pas sûr. J'ai une question, je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre ou pas, mais pour des dispenses de TVA, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la communication et puis les échanges entre les entreprises sur ça? En fait, tout dépend ce que vous appelez dispense de TVA. C'est-à-dire que si c'est une exonération comme la franchise en base, très clairement, vous êtes dedans.
Par contre, il y a certains articles qu'on a sortis du champ de l'émission. Je prends l'exemple des médecins. Un médecin, il est visé par un article spécifique. Il n'y a pas d'ordonnance électronique, ça n'existe pas. Donc les médecins, par exemple, ils vont devoir recevoir leur facture de manière électronique. Et par contre, ils n'auront pas d'obligation d'émission. Donc ça dépend ce que vous appelez dispense de TVA. Si c'est juste franchise en base, non, vous êtes dedans. Par contre, si c'est des entreprises aujourd'hui qui ne facturent pas parce qu'ils ont un article qui leur permet de ne pas facturer comme les médecins, on ne va pas leur demander de faire des ordonnances électroniques, ça n'a pas de sens. Donc je ne sais pas quel cas vous visez particulièrement. Oui, je peux élaborer un peu. Alors nous, on produit des machines qui sont vendues souvent à l'étranger. Alors on a une dispense pour pouvoir acheter sans TVA sur une partie de nos achats. Alors c'était un peu pour voir si... Vous êtes dedans. Et la réponse est claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions par ici? Oui? Ah, merci. Vous aussi, je vous engage avec moi l'année prochaine. Merci. Bonjour. On est une association à but non lucratif. On a un numéro de TVA intracommunautaire. On collecte quelques euros de TVA par an, vraiment quelques euros. Et je viens de découvrir qu'il y a un article qui nous permet d'être exonérés dans le cadre de 80 000 euros de produits. Oui. Donc, est-ce qu'on est concerné ou pas par la réforme? Vous êtes en dessous des 80 000? Oui. Vous n'êtes pas dedans. D'accord. Merci. Simple, efficace. Oui. Je voulais faire un pronostic sur la réponse, vous n'êtes pas dedans. Mais je ne l'ai pas, je ne connais pas la question. Non, bonjour. Je suis une association, j'ai un secteur lucratif, alors même SIRET, mais un secteur lucratif et un secteur non lucratif. Comment est-ce qu'ils savent que certaines factures passent dans le secteur lucratif, dans le secteur non lucratif, sachant que c'est le même identifiant? Oui, et là vous êtes dans le cas où vous êtes dans l'annuaire. Oui. Vous avez une partie qui est à TVA. Fiscalisée, ouais. Donc là, le seul moyen, c'est de voir avec votre fournisseur. C'est votre fournisseur en fonction du secteur où vous allez facturer. Donc ça veut dire que potentiellement, vous allez recevoir des factures électroniques où il n'y a pas d'obligation légale de le faire. Mais même après, comme il y a une à terme, la TVA sera auto-remplie. Il va y avoir des factures qui ne sont pas déductibles. Enfin, pour ce cas, je réduis. Oui, alors sur la déductible, quand c'est sectorisé, très clairement, on ne va pas réussir à le pré-remplir correctement. Donc c'est avec le bazar Le bazar, non. Ça veut dire que le pré-remplissage, il ne faudra pas en tenir compte et faire votre déclaration de TVA comme aujourd'hui. Tant pis. Merci. Vous êtes dedans, mais vous n'êtes pas concerné vraiment par le pré-remplissage au final, parce que les données qu'on aura, par définition, on ne saura pas si c'est déductible ou pas partiellement. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le coefficient de déduction. Vous êtes parfaitement dedans, c'est-à-dire qu'il y a une partie où vous allez pouvoir déduire parce que c'est lié à votre activité professionnelle, une autre où vous ne pouvez pas le faire, et votre fournisseur ne le sait pas. Donc ce n'est pas une donnée qui figure sur la facture. Donc si la donnée n'est pas sur la facture, on ne peut pas pré-remplir puisqu'on n'a pas la donnée. Donc vous, vos déclarations de TVA, je suis désolé, elles vont continuer à un sacré moment. J'ai pas compris. Si, mais dans ce cas, il faudrait couper l'association en deux, quoi, ce qui n'est pas forcément votre but, j'imagine. Donc, pour le pré-remplissage, honnêtement, en fait, à partir du moment où votre coefficient de déduction n'est pas sur la facture et qu'on ne sait pas, on ne peut pas le pré-remplir. Mais c'est vrai sur pas mal d'activités qui ont des coefficients mixtes. Pour le secteur bancaire, c'est pareil, ils ont une grosse partie qui est dans le champ et pas dans le champ. Et donc, la facture qu'on reçoit, ce n'est pas marqué sur le fournisseur. Donc, il n'y a pas de solution technique pour pré-remplir ce type d'activité. Alors, moi je pose une question, vu qu'on a basculé un petit peu dans le sujet TVA. Je travaille dans un OPCO, et les OPCO aujourd'hui ne sont pas soumis à la TVA. Alors, je ne sais pas si vous aurez la réponse à cette question, mais nous avons demandé un délai pour l'application de l'assujettissement à la TVA, et on ne sait pas aujourd'hui si ce délai est accordé ou pas. Non, je n'ai pas la réponse. La question, je pense que vous l'avez demandé plutôt à la direction de l'administration fiscale, c'est ça? La DLF, oui. Ouais, c'est ça, c'est la DLF qui type ce genre, donc je n'ai pas la réponse côté DLF. Voilà. Bonjour, je suis dans le secteur automobile, on est concessionnaire et je voulais savoir comment ça se passait pour la TVA sur marge. TVA sur marge, là, je renvoie encore une fois, il y a un cas d'usage qui est prévu, juste pour que tout le monde l'ait. TVA sur marge, il y a un cas un peu particulier, c'est-à-dire que la plupart du temps, la TVA ne figure pas sur la facture. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'expose pas la marge du garage. On ne met pas, globalement, vous vendez quelque chose et je vous marge de temps. Commercialement, c'est un peu compliqué. Donc la TVA ne figure pas sur la facture. Donc ça signifie qu'en termes de facture électronique et de reporting, vous allez déclarer votre montant en TTC et mettre un montant de TVA à 0. Et donc, même chose que madame, le pré-remplissage ne sera pas bon à ce niveau-là. Donc vous, globalement, vous allez continuer à faire une déclaration de TVA et votre donnée pré-remplie, on ne pourra pas le faire parce qu'on n'aura pas l'information du montant de TVA.
D'accord. Mais à partir du 1er septembre, il faudra qu'on fasse tous les mois un e-reporting Oui. en plus. Il y aura un e-reporting et ensuite vous aurez l'information comme administration et votre déclaration de TVA que vous continuez comme aujourd'hui, parce qu'il y aura forcément, nous n'aura pas l'information du montant de TVA sur votre facture parce qu'elle ne figure pas. Je reviens sur les associations à but non lucratif. Si on a une partie qui est assujettie à la TVA, est-ce qu'il faudra... L'ensemble des factures doivent être passées par la facture électronique ou juste la partie qui est soumise à TVA? Non, c'est que la partie soumise à TVA. Par contre, vous avez la possibilité sur la base du volontariat de dire je veux tout recevoir en manière électronique. Simplement, il faudra l'informer vos fournisseurs. C'est-à-dire que sur les grosses associations, on a déjà été contacté par certains organismes qui étaient complètement lucratifs, qui nous ont dit, en fait, moi, ça m'intéresse d'être dedans, parce que comme ça, je reçois tous mes flux au même endroit. Et je parle surtout des factures qu'on émet, nous. Ah, en émission, vous émettez pas avec TVA, sauf sur la partie avec TVA, forcément. Donc là, on passe sur le cas de monsieur. Si vous êtes en dessous de 80 000, vous n'êtes pas concerné. Vous êtes au-dessus de 80 000, les factures avec TVA seront dans le circuit électronique. Mais seulement ceux qui seront soumis à TVA. Oui. Et on va aller très très vite. J'ai vu une question. On fait deux... Qui n'a pas posé de question? On va faire ceux qui n'ont pas posé de question. Bonjour monsieur. Quand on a des factures qui arrivent de l'étranger, reverse charge sans TVA, donc on est censé déclarer nous la TVA. Comment on fait dans ce cas-là? C'est pas une facture électronique. Non, c'est ce qu'on appelle l'e-reporting d'acquisition. D'ailleurs, j'en profite pour en parler. Il y a une mesure de simplification qui est passée au mois d'août, qui a été signée par les deux ministres de l'époque. Parce qu'en fait, sur cet e-reporting d'acquisition, on demandait les mêmes données. C'est-à-dire qu'on demandait l'entête, le fournisseur, le montant de TVA et les montants hors taxes, et également les lignes à l'article, dire voilà, il y a un nombre de profits, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez complexe à faire dans une entreprise, parce que globalement, cette donnée-là, vous ne l'avez pas nativement dans vos logiciels. Donc la simplification qui est passée, c'est de dire on ne demande plus les lignes, on demande juste le fournisseur, le montant hors taxe et le montant de TVA. Donc vous allez recevoir une facture non électronique, et ce qu'on va demander en données, c'est de nous faire remonter l'entête et le pied de page. Donc ça, c'est reporting national, mais plus les données de ligne. Moi, j'avais une question par rapport au pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc, on a pas mal de cas là où on va être obligé, donc, du coup, de remodifier les déclarations. Par rapport aux contrôles fiscaux, à partir du moment où, du coup, tous les mois, on va être amené à modifier les données, je pense qu'il va y avoir une multiplication des contrôles, non? En fait, nous, c'est plutôt le but, c'est plutôt l'inverse, c'est de dire. Vous êtes sûr que c'était une question? Nous, l'objectif à ce niveau-là, c'est d'avoir plus de données pour mieux cibler nos contrôles. C'est-à-dire que le pire en contrôle fiscal pour tout le monde, c'est quand on va dans une boîte et qu'on n'y va pour rien, parce que nous, on perd notre temps et on fait perdre du temps à la boîte. Parce qu'il y a quand même quand il se passe zéro, il y a quand même le comptable qui est mobilisé, le directeur financier qui est mobilisé. Donc le but, nous, c'est de mieux cibler vos contrôles. Ensuite, la partie déclaration pré-remplie, c'est de l'information qu'on vous donne. On vous dit, on a ça comme information. Là où je vous rejoins, c'est si vous corrigez systématiquement à la baisse, voilà, faut quand même, on va vous demander pourquoi vous corrigez systématiquement à la baisse. Alors après, si vous avez une bonne explication, tant mieux. Dans ce cas-là, vous aurez une bonne explication. Et donc, il ne va pas se passer grand-chose. Mais si vous corrigez systématiquement à la baisse votre TVA collectée et que vous augmentez systématiquement vos déductibles, on va se demander ce qui se passe, ce qui est plutôt logique. Et malheureusement, je suis navré. On est obligé de terminer à l'heure parce qu'il y a une autre conférence dans un instant que je vais vous présenter, puis après je vais remercier Mathieu. Conférence animée par notre partenaire Ernst & Young qui abordera le sujet de l'avenir pour le métier comptable avec l'IA et la facture électronique. Et Mathieu, vous revenez l'année prochaine, j'espère, parce qu'il y avait encore des questions. On applaudit bien fort Mathieu Le Gall, merci beaucoup.